Les titres de ce 2021, utilisation du gaz butane, les taximens invités à utiliser l'essence ou le gasoil par le ministère de la Sécurité intérieure et celui des Transports. À cet effet, un ultimatum d'un mois a été donné aux chauffeurs de taxi en porte-à-faux avec la loi. Séparation des pouvoirs, aujourd'hui théorie et pratique. Tel est le thème retenu par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement pour l'animation de sa conférence publique tenue ce vendredi. Une conférence qui a instruit les participants sur la séparation des pouvoirs ainsi que le respect de chaque institution. Nuit des cartons, les acteurs de la culture, des arts et du tourisme distingués. Cet événement, organisé par le ministère de la Culture, d'inciter à la création en quantité et à qualité des œuvres de l'esprit. Bonsoir à vous et ravi de vous retrouver sur la télévision Burkina Info, la chaîne d'information en continu. Les ministres en charge de la sécurité intérieure ainsi que celui des transports ont rencontré les chauffeurs de taxi de la ville de Ouagadougou. Objectif de cette rencontre, inviter les taximens à utiliser l'essence ou le gasoil en lieu et place du gaz butane. Et pour permettre aux conducteurs en porte-à-faux avec la loi de rentrer en règle, un ultimatum d'un mois a été donné par les deux ministères. Le point avec Samba Kassile Traoré. Actuellement, la plupart des taxis utilisent du gaz butane en lieu et place de l'essence ou du gasoil. Ces taxis sont un danger aussi bien pour les conducteurs que pour la population. C'est face à cette situation que le ministre de la Sécurité et le ministre des Transports ont rencontré les chauffeurs de taxi de la ville de Ouagadougou afin de les inviter à utiliser l'essence ou le gasoil comme carburant de leur taxi. En tant que responsable, nous avons pensé qu'il fallait venir inviter très gentiment mais fermement les taximens à revenir aux fondamentaux, l'utilisation du gasoil ou de l'essence pour faire fonctionner leur taxi, parce que le gaz comporte de gros risques, et pour eux, et pour les gens qui transportent, et pour les autres usagers de la voie publique. Nous n'allons pas laisser un taxi un jour prendre feu et essayer de chercher des solutions. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ces chauffeurs de taxi ont jusqu'en fin mars 2016 pour faire fonctionner leur taxi à l'essence ou au gasoil, car après cette date, des contrôles auront lieu et tout taxi fonctionnant toujours avec du gaz butane ira en fourrière, foi de Simon Compaoré. Nous leur avons donné jusqu'au mois de fin mars pour effectuer des contrôles. Et si en fin mars, il y en a qui n'ont pas obtempéré, nous allons purement et simplement mettre à notre corps défendant ce taxi-là en fourrière. Encore une fois de plus, pour sauver leur propre vie. Parce que si un taxi prend feu, le chauffeur qui est au volant, il va mourir avec ses passagers, avec ceux qui sont juste à l'entourage. En tout cas, ce qui compte pour nous, c'est sauver des vies humaines, de faire de l'anticipation. Selon le ministre de la Sécurité, ces mesures ne s'appliquent pas seulement aux taxis de la ville de Ouagadougou, mais à tous les taxis du Burkina. Le Burkina Faso a une population dans sa majorité analphabète et limitée en matière de droit. Et c'est pour résoudre ce problème que le Cercle d'études et d'éducation à la démocratie et aux droits humains a produit un livret sur l'éducation civique. Ce document devrait permettre aux bénéficiaires de s'informer sur les institutions qui régissent la République. Des précisions avec Joël Zundi. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Cependant, le constat est tout autre sur le terrain dans les pays africains. En effet, la population à majorité analphabète et l'inaccessibilité des textes de loi et règlements sont patents. C'est pour corriger cet état de fait que le Cercle d'études et d'éducation à la démocratie et aux droits humains a vu le jour. Les membres de cette organisation entendent mettre l'accent sur la sensibilisation des acteurs du système éducatif touchés par de nombreux remous sociaux ces dernières années. A pour objectif de les donner trois. Le premier, c'est contribuer à la promotion du civisme et de la citoyenneté au milieu de la jeunesse. Et contribuer également à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et contribuer à faire connaître les droits humains et à les défendre. Dans cette optique, le CEDDH a produit un livret sur l'éducation civique. Ce document
écrit en français facile, permettra aux lecteurs de s'informer sur les institutions qui régissent la République. Il sera gracieusement offert aux citoyens lors des campagnes de sensibilisation initiées par l'organisation. Le livret a été produit pour permettre à notre structure de pouvoir donc travailler à la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie. La jeunesse a exprimé sa soif de participer à la gouvernance politique et donc il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle maîtrise quand même les règles de fonctionnement de l'état de droit. Le CEDDH a vu le jour en mars 2013. Il se donne pour mission de contribuer à sensibiliser, à former et à informer les populations, les jeunes, en particulier sur les droits et sur les devoirs en tant que citoyens mandants des gouvernants. Les événements d'octobre 2014 ainsi que ceux de la transition ont favorisé la naissance de nombreuses organisations de la société civile ainsi que l'émergence de nombreux leaders d'OSC. C'est le cas d'Aziz Ouattara. Ce dernier, d'abord défenseur de l'ex-parti au pouvoir CDP et compagnie, a peu à peu retourné sa veste. Un changement de position qui suscite de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique. Et pour comprendre davantage cette transmutation, je vous propose de suivre le parcours d'Aziz Ouattara dans cet élément de Mouniratou Guiro. L'insurrection populaire de 2014 a favorisé le foisonnement d'organisations de la société civile permettant à certains de voir le jour, mais aussi à d'autres d'augmenter leur cote de popularité. Aziz Ouattara fait partie de ces personnes qui en ont profité pour se faire une place au soleil et qui sont disposées à mettre en place tous les stratagèmes pour se faire entendre dans l'opinion. Il a fait ses premières sorties après l'insurrection de 2014. Il surgit d'abord du néant comme défenseur de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès sous la bannière du collectif contre l'exclusion. Aux côtés de Pascal Zaïda, au sein de la Coordination nationale pour une transition réussie, il s'est aussi illustré fin opposant au nouveau code électoral jugé non inclusif et antidémocratique. Courant G 2014, Aziz fera très vite un revirement pour soutenir la transition dans sa mission. Au stade où nous en sommes, il n'y a plus de dire quoi que ce soit, que telle personne est propre ou telle personne n'est pas propre. Le mandat de la transition, il ne reste que 3 mois seulement. Donc chacun doit quand même essayer d'user de tous les moyens possibles pour accompagner ce gouvernement afin pour qu'ils puissent acheminer leur mandat. Parce que toute action contraire viendra saper cette transition. Pourtant, nous sommes contre cela. Poursuivant sa métamorphose et multipliant les sorties médiatiques, on le retrouvera plus tard en fédération avec le mouvement citoyen africain pour la renaissance CAR. Mais le courant ne semble pas passer avec certains leaders tels que Hervé Ouattara. La cohabitation avec ce dernier ne fera pas long feu puisque Aziz Ouattara créera plus tard le collectif pour un peuple uni CPPU. Sous la bannière du CPPU, Aziz Ouattara s'érige en contrôleur puisqu'il critique la qualité des projets de société proposés par les candidats au présidentiel de 2015. Ce qui est regrettable est que les aspirations du peuple à travers leurs programmes sont prises dans la forme et non dans le fond. Poussant plus loin, il va jusqu'à mener des enquêtes autour des allégations sur les fausses cartes électorales qu'il demande. Il n'y a jamais eu de carte saisie. Ça, aujourd'hui, je vous le dis haut et fort, ce n'est que des allégations qui sont non fondées. Au regard de certains retournements de veste d'un seul individu en l'espace de quelques mois, il y a lieu de s'interroger sur la mission et la crédibilité de certaines organisations de la société civile. Dès lors, il apparaît évident que certaines d'entre elles soient à la solde des intérêts de quelques esprits malveillants. Aziz Ouattara, par exemple, serait soupçonné de corruption au service des plus offrants pour faire des sorties fracassantes. La dernière en date serait celle à l'endroit du Fonds de développement de l'électrification qu'il accuse de malversation. Récemment, à la une d'un journal de la place, le FDE est dans le collimateur du CPPU et Aziz Ouattara accuse la structure de passation de marché de gré à gré. Cette accusation, qui intervient quelque temps après la publication du journal, a poussé les responsables de la structure incriminée à travers un dossier de presse dont une copie est parvenue à Burkina Info. Le directeur de la structure, Yacouba Kamara, déclare en substance être favorable à un audit de sa gestion et mieux, affirme avoir déposé des copies au Réseau national de lutte anticorruption RENLAC.
et à l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LCE, pour investigation éventuelle. En nous intéressant à ce sujet, nous ouvrons le débat sur la résurgence des organisations de la société civile qui changent de nom régulièrement et qui pendant longtemps ont été politisées. Vivement des OSC responsables, défenseurs des causes justes pour le développement du pays à travers la bonne gouvernance. Plus que jamais, il urge que le ministère de l'administration territoriale ouvre l'œil et le bon dans la délivrance des récépissés à certaines personnes qui ont pour activité favorite le changement de structure au gré du vent. Un toilettage de la société civile serait le bienvenu avec pour finalité un contrepoids utile à l'ancrage démocratique au Burkina Faso. Rappelons que la société civile a joué un rôle cardinal pour la chute de Blaise Compaoré et l'échec du coup d'État de septembre 2015. Le ministère en charge de la communication et des relations avec le Parlement a entamé sa rentrée parlementaire par une conférence publique sous le thème « La séparation des pouvoirs, aujourd'hui théorie et pratique ». Séparation des pouvoirs toujours en phase théorique au Burkina Faso selon les conférenciers. Le point avec l'Iradan Philippe Ada. Une conférence placée sous le thème « La séparation des pouvoirs aujourd'hui, théorie et pratique ». Une façon pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement de marquer sa rentrée parlementaire par une problématique vieille mais aussi d'actualité. Pour le ministre en charge de la communication, cette conférence a pour but d'éclairer l'opinion sur la gestion du pouvoir. C'est le ministère en charge des relations qui est censé introduire tous les projets de loi et qui est censé assurer notamment la gestion de la relation entre le Parlement et le gouvernement. Et c'est pour ça que nous avons décidé de marquer notre présence à ce niveau-là. Et pour justement faire la part des choses, nous avons voulu parler de la séparation des pouvoirs. Nous ne sommes pas parlementaires, mais nous avons un travail de lien que nous devons faire avec le Parlement. Nous avons une direction générale qui est en charge des relations avec le Parlement, qui se charge donc d'introduire les projets de loi, qui se charge de préparer les réponses aux questions écrites et aux questions orales, qui se charge de tenir à disposition les ministres pour être interrogés ou questionnés, pour être plus juste, par les parlementaires. Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays africains ayant hérité de la Constitution française de 1950 qui donne plus de pouvoir au chef de l'État, n'a pas connu de mutation selon le conférencier. L'état des lieux, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a quasiment une suprématie du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Mais même si les tenants du pouvoir exécutif voulaient faire autrement, ils seraient en porte-à-faux avec la Constitution. De l'avis d'un des participants, la séparation des pouvoirs est toujours dans une phase théorique. Les hommes censés fonder cette séparation de pouvoir n'ont pas encore compris toute cette nécessité, ce qui fait que régulièrement, si ce n'est pas l'exécutif qui empiète sur le judiciaire, c'est le judiciaire qui invite l'exécutif à le piétiner. Et donc nous sommes dans un État qui a des difficultés à aller véritablement vers l'État de droit. Et a remis Fulgence Dandinou de conclure que chaque pouvoir devrait respecter l'identité de l'autre pour permettre de construire de façon équilibrée le pays des hommes intègres. Audience au palais de Kosiam, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en audience une délégation de la Confédération de la petite et moyenne entreprise. Objectif de cette visite, présenter au président du Faso le bureau nouvellement installé ainsi que traduire l'accompagnement des petites et moyennes entreprises au développement économique du pays. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Samba Kassile Traoré. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises CGPME à Kosiam. Les représentants de cette structure sont venus présenter leur bureau au président Roch-Marc Christian Kaboré ce vendredi 26 février 2016. Donc nous sommes venus naturellement traduire notre disponibilité, à accompagner l'équipe gouvernementale et à occuper également le rôle que doit jouer la petite et moyenne entreprise dans les perspectives de développement de notre pays. Selon le président des PME, leurs activités connaissent un ralentissement depuis l'insurrection. Et les ententes sont en conséquence nombreuses. Vous savez que depuis l'insurrection, en passant par le gouvernement de transition, nous subissons en tout cas un ralentissement effectif de l'activité économique. Donc il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup à refaire. Je dirais d'abord c'est le problème de l'organisation, le problème de la discipline et le problème de financement. Donc c'est à ça je disais tantôt que tout est à refaire. Et pour que cela soit une réalité,
Les chefs des PME n'attendent pas tout des autorités. Ils ont déjà fait des propositions qui, selon Alassane Kwanda, devront être à même de redynamiser le secteur des PME. Nous avons proposé beaucoup de choses parce que quand vous parlez de développement, nous parlons d'innovation. Et innover, c'est savoir copier ailleurs, c'est pouvoir initier une nouvelle démarche qui va permettre aux PME de se diversifier et qui va permettre aux PME d'avoir un nouvel envol. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises, selon leurs représentants, tout en restant dans son rôle premier, travaillera à accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme économique. En parlant d'économie, c'en est fini pour le 4e Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Ce rendez-vous international a refermé ses portes ce vendredi 27 février 2016. Et c'est une soirée gala réunissant tous les participants qui a ponctué la clôture de cette 4e édition. Au total, ce sont plus de 400 hommes d'affaires de 24 pays qui ont noué des partenariats fructueux grâce aux 5011 rendez-vous B2B organisés. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Joël Zundi. Les rideaux du 4e Forum ouest-africain du développement des entreprises Africalia sont tombés ce vendredi 27 février 2016. Pendant 2 jours, plus de 400 hommes d'affaires venus de 23 pays ont noué des contrats fructueux grâce aux 5011 rendez-vous B2B organisés, de quoi donner des motifs de satisfaction aux organisateurs. Alors en termes de bilan, disons que nous sommes très satisfaits. Vous connaissez tous. Et nous avons eu quelques frayeurs au départ, mais je dois dire que nos objectifs ont été largement atteints. Et durant ces 2 jours, plus de 5000 rendez-vous d'affaires ont été organisés. Et les enquêtes que nous faisons au jour le jour indiquent que 87% de ceux qui ont eu les rencontres B2B s'estiment satisfaits. Et de façon globale, 94% des participants estiment que le forum a été bien organisé. Au cours de la cérémonie de clôture de l'événement, distinction a été faite à certains pays participants. Ainsi, la Chine, Taïwan, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont reçu tous un trophée pour leur forte participation. Certains pays qui sont à leur première participation ont été encouragés. Pour ces pays, c'est avec fierté qu'ils refouleront le sol burkinabé pour les prochaines éditions de Africalia. Africalia a un côté particulier par rapport aux autres forums organisés partout dans le monde. Cet aspect B2B qui est très bien organisé par une plateforme virtuelle. Là, j'ai fait une petite évaluation avec ma délégation en fin d'après-midi et je dois dire que tout le monde, des 9 entreprises qui ont participé, tout le monde rentre positif. Ils sont prêts à revenir. Pour la petite histoire, j'ai un nombre d'entreprises qui m'a demandé aujourd'hui où est-ce qu'ils pouvaient s'inscrire pour la prochaine édition. Africalia 2016 est fini certes, mais les différents participants resteront en contact à travers le catalogue en ligne de Africalia jusqu'en mars 2017. L'Institut africain de management IAM a un nouveau local. Et pour marquer l'ouverture officielle de son nouveau joyau, les responsables d'IAM ont mis les petits plats dans les gras. De nombreuses autorités telles que le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale ont pris part à cette cérémonie. Retour en image sur l'ouverture officielle de ce local. Suivez. Pour l'ouverture officielle de son nouveau siège, l'Institut africain de management n'a pas fait dans la dentelle. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le parrain de la cérémonie, Salif Diallo, les membres du gouvernement, l'état-major général des armées, pour ne citer que ceux-là, ont assisté à la cérémonie d'ouverture. L'occasion pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur de saluer l'exemplarité de cet institut. L'IAM Ouaga est en effet une structure exemplaire qui a su s'adapter aux évolutions du monde universitaire et du marché de l'emploi. Messieurs les autorités de l'IAM Ouaga, en décidant de construire un bâtiment R+1 extensible à R+3 avec toutes les commodités pour abriter un institut supérieur, vous avez fait le pari d'investir pour former la jeunesse. Pour un local haut de gamme, c'en est un. Le nouveau siège de l'IAM bâti sur 2 niveaux comprend 20 salles de cours,
12 bureaux, une infirmerie, une salle d'informatique, une bibliothèque, une salle de jeux, une salle de sport, un terrain de sport, un parking, de quoi réjouir le premier responsable de l'Institut. Le succès ainsi enregistré par l'IAM nous oblige à toujours aller de l'avant, à faire reculer les lignes de l'ignorance, en nous inscrivant définitivement dans une vision prospective en phase avec l'actuel phénomène de la mondialisation. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent campus, IAM ZAD, dont l'objectif est d'offrir encore et encore plus d'espace, de commodité et de fonctionnalité à nos étudiants. Le président du conseil d'administration de l'IAM a octroyé 100 bourses d'études à l'État burkinabé, de quoi donc réjouir des parrains. Je remercie le promoteur pour cette offre de 100 bourses à l'État du Burkina Faso. Et je crois que cet exemple doit être suivi. Et l'État aussi doit créer les conditions pour que des écoles comme l'IAM prospèrent sur l'ensemble du territoire. La visite des locaux par les chefs de l'État et la remise des lots aux bénéficiaires de la tombola ont mis fin à cette cérémonie. En parlant toujours de cérémonie, la nuit des créateurs et acteurs culturels et touristiques en abrégé Craktou s'est tenue ce vendredi 26 février 2016. Initié par le ministère de la Culture, cet événement vise à inciter les acteurs du monde de la culture à produire des œuvres de quantité, mais aussi de qualité. Selon les initiateurs, ce rendez-vous devrait se tenir chaque mois. Cette présente cérémonie a permis de récompenser de nombreux acteurs qui se sont démarqués dans le domaine des arts, de la culture et du tourisme. L'Iradan Philippe Ada. Crack Tour ou la nuit des cracks dans les domaines de la culture, des arts et du tourisme. L'événement a mobilisé plus d'un acteur pour récompenser ceux qui se sont illustrés au cours du mois et ce, dans un cadre somptueux au son de la musique, au rythme des pas de danse et de déhanchement de mannequins. On a constaté simplement que le Burkina Faso, malgré ses riches potentialités culturelles, artistiques et touristiques, ne fait pas suffisamment la promotion de ses œuvres. Si on ne fait rien pour les encourager, il est évident que notre culture ne va pas se lancer vers l'émergence tant qu'à. L'ambassadeur de la République française, parrain de la cérémonie, salue une initiative qui valorise la nation burkinabé, riche de son patrimoine culturel. Je trouve que c'est une excellente initiative qui a été prise par le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. Le Burkina Faso recèle beaucoup de richesses, donc je me félicite d'être le parrain de cette première édition. Et l'apport de la France, justement, c'est d'être venu apporter son soutien à cette initiative. 19, c'est le nombre de lauréats de ce coup d'essai du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme qui repartent chacun avec un trophée et une somme de 100 000 francs CFA, de quoi faire résulter les heureux élus. C'est une joie pour moi, parce que je ne m'attendais pas. Si je vous dis que ce n'est que ce matin qu'on m'a appelé pour me dire qu'il y avait Crack Tour et que j'étais nominé, vous n'allez pas me croire. Mais c'est ce qui s'est passé. Et je ne m'attendais pas à un prix quelconque. Ce prix pour nous, ça nous aide à aller vraiment de l'avant, à toujours faire confiance en nos écrivains et aussi à nous faire connaître aussi. La nuit des créateurs et acteurs culturels et touristiques se tiendra désormais mensuellement avec pour objectif d'inciter à la création en qualité et en quantité des œuvres de l'esprit. L'insurrection à la législation au pays des hommes intègres, tel est le titre de la nouvelle œuvre du docteur Jean-Hubert Bazier. Ce livre retraçant les faits et péripéties du pays des hommes intègres au cours de sa traversée de la période de la transition et de la contribution de l'instance parlementaire a été présenté au cours d'une cérémonie de dédicace du livre. L'Iradan Philippe Ada. Entré au Conseil national de la transition, CNT, au lendemain de l'insurrection populaire de fin octobre 2014, le docteur Jean-Hubert Bazier est ressorti avec en main un livre retraçant les faits et péripéties du pays des hommes intègres au cours de sa traversée de la période de transition et la contribution de l'instance parlementaire. Il est du devoir de ceux qui peuvent écrire de le faire pour verser le dossier à l'histoire, pour permettre aux gens de disposer
de suffisamment de matériaux pour se faire une idée de ce qu'a été la transition, cette page exceptionnelle, cette page particulièrement dramatique et pleine d'espoir de l'histoire de notre pays. Cet ouvrage de 95 pages est, selon le docteur Adama Konaté, qui l'a présenté au public présent à la cérémonie de dédicace ce 27 février 2016, un témoignage de l'auteur de la contribution du CNT à la réponse des aspirations des populations burkinabées assoiffées de démocratie. Cette œuvre, c'est la saga, c'est l'histoire du peuple burkinabé à un moment donné de son existence, mais aussi c'est une œuvre qui est riche en illustrations, comme en discours et en interview, qui sont des éléments qui montrent en fait l'évolution de ce peuple-là, mais aussi l'évolution au niveau de la législature, de la transition, comme au niveau de la médiation, que ce soit au niveau national comme international. Donc c'est pour dire que c'est une œuvre de belle facture et tout intellectuel devrait s'inscrire justement dans ce sens, de sorte à pouvoir rendre compte du combat qu'il a eu à mener aux côtés du peuple. Les personnalités présentes à la cérémonie de dédicace ont salué tour à tour la qualité de l'ouvrage et l'opportunité de sa parution, étant attendu qu'il est un rappel de fait d'un peuple en lutte pour la défense de la patrie. Et pour la patrie, la Banque africaine de développement BAD vient d'octroyer environ 16 milliards de francs CFA au Burkina Faso destinés au projet d'appui au pôle de croissance de Bagré situé à l'est. Le projet porté par la BAD d'une durée de 5 ans sera articulé autour de 3 composantes principales que sont l'appui aux infrastructures hydro-agricoles, le renforcement des capacités et des chaînes de valeur et la gestion du projet. Parmi les principales réalisations attendues figure l'aménagement d'un périmètre irrigué destiné aux petits producteurs, la réhabilitation de 1200 hectares en rive droite ainsi que la construction d'infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation. Après Bagré, le Burkina Faso s'apprête à lancer d'ici juin prochain le pôle de croissance du Sahel consacré à l'élevage et aux mines. Un premier cas de transmission du virus Zika par voie sexuelle a été signalé en France. La femme concernée, contaminée par son compagnon qui revenait du Brésil où l'épidémie est la plus importante, n'est pas enceinte. Il s'agit du premier cas avéré en France de transmission du virus à une personne sans qu'elle, celle-ci, ait été piquée par un moustique de type Aedes, vecteur de la maladie. Des cas exceptionnels de transmission sexuelle du virus ont été rapportés aux États-Unis au début du mois et Marisol Touraine avait préconisé il y a une semaine l'usage du préservatif aux personnes exposées. En Guyane, seul le littoral est en épidémie. 99 cas étaient biologiquement confirmés au 17 février. La Martinique aussi en épidémie est le plus touché des départements français avec plus de 7600 personnes affectées. La Guadeloupe se trouve en phase pré-épidémique avec 389 cas cliniquement évocateurs. L'Union africaine va déployer 100 observateurs de droits de l'homme et 100 experts militaires pour surveiller la situation au Burundi, a indiqué un communiqué samedi. La délégation de l'Union africaine a exprimé son inquiétude face au niveau de violence, aux pertes de vies humaines et l'instabilité politique dans laquelle se trouve le pays, selon le communiqué publié samedi sur le site de la présidence sud-africaine. Lors de sa visite à Bujumbura, la délégation de l'Union africaine a notamment rencontré le président Nkurunziza, deux des rares chefs des partis d'opposition à ne pas avoir fui du pays, les membres de la société civile, des autorités religieuses et un ancien président. Et puis, au Yémen, au moins 30 morts dans un bombardement de la coalition menée par l'Arabie Saoudite au nord-est de Sanaa, témoin. La frappe visée par 3 véhicules transportant des rebelles est entrée dans le marché de la ville Anakil, Ben Kia, au nord-est de la capitale, selon une source tribale et locale citée par l'agence presse internationale. Les victimes sont des rebelles chiites, mais aussi des civils. Voilà. Cette information, chers téléspectateurs, vient mettre un terme à cette édition du 2021 de la télévision Burkina Info. Le plaisir a été pour moi d'être en votre compagnie. Excellente suite de programmes sur la chaîne d'information en continu. Au revoir.